Dans ce clip, nous apprendrons à effectuer un test T ou test de student sur des échantillons. On verra d'abord le cas d'échantillon indépendant et puis ensuite celui d'échantillon dépendant, on dit aussi apparié. Alors pour cette démonstration, j'utilise le fichier de données cancer data localisé dans mon répertoire Data Olivier qui se trouve sur mon bureau. Donc je vais ouvrir le fichier cancer data. Je vais au bureau, desktop, Data Olivier et je cherche cancer data ici. Il s'agit d'une étude qui a été effectuée sur des patients dont certains ont reçu un traitement et les autres un placebo. L'âge des patients varie entre 20 ans et 90 ans. On veut savoir si le groupe des patients ayant reçu le médicament ont en moyenne le même âge que le groupe des patients qui ont reçu le placebo. Dans la variable traitement, il y a deux codes numériques, 0 et 1. 0 correspond au code de ceux qui ont reçu le placebo et 1 pour ceux qui ont reçu l'aspirine. D'ailleurs, si je clique sur Value Labels, on voit bien les patients sous placebo et ceux qui sont sous aspirine. Alors, les échantillons ici sont indépendants car les sujets des deux groupes ne sont pas les mêmes. Il s'agit de personnes tout à fait différentes. Ceux qui ont été mis sous placebo ne sont pas identiques aux sujets qui ont reçu le médicament. Pour comparer ces deux groupes sous le rapport de l'âge, pour comparer les moyennes d'âge de ces deux groupes, nous allons donc effectuer un test T de student sur échantillon indépendant. Échantillon indépendant. Alors pour ce faire, on va dans Analyse, Compare Means, comparer les moyennes, et on choisit échantillon indépendant. La variable test, c'est la variable pour laquelle on veut comparer les moyennes. Ici l'âge, donc je choisis l'âge. Et la variable de groupe, c'est évidemment le traitement. Donc je choisis le traitement. Il faut définir les groupes. Il y a seulement deux groupes à l'étude. On va appeler le groupe 1 le groupe mis sous placebo. Donc il y a le code 0. Et le groupe 2, le groupe des sujets ou des patients qui ont reçu l'aspirine. Donc qui ont le code 1. Et on clique sur Continue. Dans Options, on peut préciser le niveau de l'intervalle de confiance de la différence de ces deux moyennes, des moyennes qu'on veut comparer. La différence des moyennes d'âge des deux groupes à l'étude. Alors, par défaut, l'intervalle de confiance est au niveau de 95%. On peut le changer, on peut le modifier. Par exemple, choisir un intervalle à 90% ou à 99%. Je vais garder le niveau de confiance de 95%. Et puis il y a Missing Values qui nous donne le choix de préciser le mode de traitement des valeurs manquantes. Mais ici on n'a pas de valeur manquante, donc on va garder l'option par défaut. Et on clique sur Continue. Et je pourrais cliquer sur OK, mais je vais faire Paste pour obtenir la syntaxe. Et on peut la sauvegarder pour des analyses futures. Alors je vais sélectionner ce code et l'exécuter. Les résultats. Il y a deux tableaux. Le premier tableau nous donne pour chaque groupe, placebo, aspirine, la taille de l'échantillon. Donc il y avait 14 patients sous placebo et 11 patients sous aspirine. La moyenne d'âge des patients sous placebo est de 59,79 ans et la moyenne d'âge des patients sous aspirine est de 59,45 ans. Et on voit que cette différence est très légère, du moins pratiquement. L'écart type des âges pour les patients sous placebo est de 8,98, tandis que pour les patients sous aspirine, l'écart type est de 17,21. On peut donc dire qu'il y a une forte variabilité dans la distribution d'âge des patients qui ont été mis sous aspirine. Et l'erreur standard de la moyenne pour chaque groupe, c'est l'écart type de la moyenne. Cet écart type est plus élevé pour le groupe aspirine que pour le groupe placebo. Le tableau suivant présente un test d'égalité des variances, c'est le test de Levin, et ce test compare les variances des deux groupes. L'hypothèse nulle, c'est que les deux groupes ont la même variance, sont de variance égale. Et l'hypothèse alternative, c'est que les variances ne sont pas égales. Alors si on regarde la p-value du test, sig, elle est égale à 0,043, qui est faible par rapport à 0,05, le seuil de signification alpha égale à 5%.
Et puisque la p-value du test de Levin est inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse nulle d'égalité des variances. On doit conclure que la variance des patients sous placebo n'est pas égale à la variance des patients sous aspirine. Il s'agit des variances des populations. Si vous regardez le premier tableau, on voit bien que les écarts types diffèrent et même semblent différer significativement. Le test de Levin confirme cette différence. Il rejette l'hypothèse nulle d'égalité des variances. Puisque les variances ne sont pas égales, nous allons considérer la deuxième ligne de ce tableau où il est marqué Equal variance is not assumed. Et là, on voit que la p-value est égale à 0,955. Cette p-value est supérieure au seuil de signification alpha égale à 5%. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes d'âge des deux groupes à l'étude. On peut dire qu'au seuil de 5%, il est vraisemblable que les patients sous placebo et les patients sous aspirine ont le même âge. En moyenne, ces deux groupes ont le même âge. Si on regarde l'intervalle de confiance de la différence des moyennes, dans le cas d'égalité des variances, cette différence va de moins 10,678 à 11,343, mais les variances ne sont pas égales. On a démontré par le test de Levin que les variances ne sont pas égales. Donc on va prendre l'intervalle de confiance qui fait l'hypothèse de non-égalité des variances. Et cet intervalle de confiance à 95% va de moins 11,917 à 12,580. La vraie différence des moyennes d'âge des deux groupes se trouve quelque part entre moins 11,917 et 12,580. Et parce que cet intervalle de confiance contient la valeur 0, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes. Vous voyez, c'est une autre manière de confirmer l'hypothèse nulle ou de faire le test d'hypothèse d'égalité des moyennes. À partir de l'intervalle de confiance de la différence de deux moyennes, on peut arriver à la même conclusion statistique que le test d'hypothèse qui calcule l'indice de student et puis détermine si cet indice est trop grand ou trop petit, c'est-à-dire si la p-valeur, le degré de signification associé à cet indice est plus grand que le seuil de signification alpha égale à 5% ou plus petit. S'il est plus grand, comme c'est le cas ici, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. S'il est plus petit, on rejette l'hypothèse nulle. On n'a pas discuté de la normalité des populations, d'où proviennent ces échantillons. Et c'est important parce que si vous regardez, vous voyez que la taille des échantillons est inférieure à 30. Et il faut que les populations soient distribuées normalement pour que le test de student soit valide. Mais on peut invoquer la robustesse du test de student et puis ignorer cette contrainte de normalité. Mais je vais y revenir. Okay? On va vérifier avec un diagramme quantile et puis avec des tests d'hypothèse, des méthodes rigoureuses. Il existe des tests d'hypothèse permettant de déterminer si un échantillon provient d'une population normale. Le test de Kolmogorov-Smirnov, le test de Shapiro-Wilk, etc. Et maintenant, on veut comparer l'efficacité de deux somnifères, deux médicaments. On a administré ces deux somnifères au même patient, d'accord, au même patient, au même sujet, aux mêmes individus. Pendant la première semaine, on a donné le somnifère A à ces individus, à ces patients, et puis on a observé le nombre de fois où ils n'ont pas eu de sommeil, et puis on a fait la même chose pour le somnifère B, mais qui a été administré le mois suivant, donc au deuxième mois. Mais il s'agit des mêmes sujets. Les sujets du mois 1 sont rigoureusement identiques aux sujets du mois 2. Nous sommes par conséquent en face d'échantillons appariés ou dépendants. Ces échantillons sont dépendants et la seule différence entre ces deux groupes ou ces échantillons, c'est le traitement. C'est le traitement. Somnifère A au premier mois, somnifère B au deuxième mois, et on observe les fois où les patients ont eu ou n'ont pas eu de sommeil. Alors pour tester l'hypothèse d'égalité des moyennes, moyenne des fois où on n'a pas eu de sommeil pour le somnifère A,
versus moyenne des fois où on n'a pas eu de sommeil pour le somnifère B. On fait analyse, comparer les moyennes, compare means, et on va choisir paired samples t-test, échantillon à parier. Si on clique, on va ajouter nos paires, insomnie mois 1, qui contient les mesures des fois où les sujets n'ont pas eu de sommeil, avec le somnifère A, et puis insomnie mois 2. Et puis on peut aller dans options pour obtenir un intervalle de confiance à 90% ou 95%, 99%, 80%, enfin, c'est comme vous voulez. J'ai pas de valeur manquante, donc je clique sur continue. Et je vais cliquer sur paste pour voir la syntaxe de ces opérations. Ce qu'on peut sauvegarder pour des analyses futures. Alors je vais sélectionner cette syntaxe et l'exécuter. Analyse des résultats. D'abord les statistiques descriptives. En moyenne, le nombre de fois les patients n'ont pas eu de sommeil, on va dire 9 fois, au cours du premier mois, avec le somnifère A. Et cette mesure a un écart type de 2,54. Puis l'erreur standard ou l'écart type la moyenne c'est 0,508. Et les mêmes sujets avec le somnifère B, mais pendant le deuxième mois, n'ont pas dormi en moyenne 10,36 ou on va dire 11 fois. Avec un écart type de 3,475 et puis une erreur standard de 0,695. Paired Samples Correlation, le coefficient de corrélation entre ces deux paires est de 0,337. La corrélation est relativement faible et c'est confirmé par la p-value, le degré de signification qui est ici de 0,099 et qui est supérieur au seuil de signification alpha égale à 5%. Donc ce coefficient de corrélation n'est pas significatif. Il ne diffère pas significativement de 0. Il ne diffère pas significativement de 0. Alors ce tableau nous donne la différence des moyennes qui est de moins 2,080. L'écart type la différence des moyennes qui est de 3,546. L'erreur standard de la différence des moyennes qui est de 0,709. Et un intervalle de confiance à 95% de cette différence. Vous avez moins 2,080, ça c'est la différence des moyennes sur les échantillons. Mais la vraie différence des moyennes se trouve quelque part entre moins 3,544 et moins 0,616. Il y a 95% de chances d'observer cette vraie différence quelque part dans cet intervalle. Et puisque l'intervalle de confiance de la différence ne contient pas la valeur nulle, ne contient pas 0, on doit rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes. On peut en effet conclure sur la base de l'intervalle de confiance seulement. Moi, je n'ai pas encore vu la p-value du test, mais j'observe que l'intervalle de confiance ne contient pas 0 et c'est suffisant pour rejeter l'hypothèse nulle. Donc, pour conclure, qu'il y a une différence significativement élevée entre les somnifères A et B. Le nombre de fois où l'on n'a pas eu de sommeil avec le somnifère A, qui est de 8, est significativement différent du nombre de fois que l'on n'a pas eu de sommeil avec le somnifère B, qui est de 10,38. Du point de vue statistique, cette différence n'est pas négligeable, elle est considérable. Alors, elle est statistiquement considérable, mais on peut se demander si elle est pratiquement importante. Est-ce que la différence est importante du point de vue pratique? 10 fois comparé à 8 fois, il faut bien avouer que la différence n'est pas très grande, mais elle existe au plan statistique. Elle existe au plan statistique. Alors si on regarde la p-value du test T, elle vaut 0,007, qui est très inférieur au seuil alpha égale à 5%, et donc qui vient confirmer le résultat avoué par l'intervalle de confiance à 95%. On doit rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes des nombres de fois où l'on n'a pas eu de sommeil avec les somnifères A et B. Désormais, vous savez comment effectuer un test T de student avec échantillon indépendant et vous savez aussi comment effectuer un test T de student avec échantillon dépendant ou à parier.